Les journalistes et communicateurs des pays de la CAC ont été suffisamment outillés sur l'approche One Health ou une seule santé. Réunis à Douala au Cameroun du 21 au 24 septembre, ces professionnels des médias ont engagé des connaissances nécessaires pour sensibiliser les communautés sur les risques que représente la manipulation de la biodiversité. Nous nous rendons compte au terme de cette formation que le One Health est une affaire de tous. C'est une approche globalisante où chaque maillon de la société est appelé à jouer un rôle important. Particulièrement en ce qui concerne les journalistes, communicateurs, animateurs des radios communautaires que nous sommes, nous avons appris que l'information est stratégique dans cette problématique pour la popularisation de cette thématique pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Je tiens à saluer la qualité du travail, l'implication des différents acteurs autour de ces 4 journées suffisamment intenses. Donc, tout à noter justement qu'on se félicite qu'à travers celle-ci, pour une première fois, qu'on ait pu également capitaliser en élaborant, en mettant en place une stratégie en cours d'élaboration pour pouvoir justement se positionner de façon plus durable sur les réflexions autour de la thématique One Health. On croit Bessimona Epsedi Bongé, experte en santé publique, plus de 60% des maladies qui attaquent l'homme sont d'origine animale et environnementale. Cependant, plusieurs personnes n'en sont pas informées, d'où la nécessité de former les hommes des médias sur cette question. L'idée, c'est que les journalistes qui constituent des acteurs importants de la communauté puissent passer le message pour que la communauté soit plus sensibilisée, que la communauté soit engagée et qu'elle participe aux activités de préparation et de lutte contre les risques sanitaires et les maladies zoonotiques particulièrement. Avec son potentiel forestier, les bassins du Congo restent tout de même un réservoir des zoonoses qui parfois ne sont pas encore découvertes. Pour anticiper, la Comifac s'est engagée à appuyer les États dans l'implémentation du concept One Health. Nous avons commencé plutôt au niveau sous-régional avec les séries d'ateliers que nous sommes en train d'organiser. Et une fois que nous allons adopter le plan stratégique que nous sommes en train de développer sur le One Health, nous allons descendre au niveau national. Après une bonne assimilation du concept, les journalistes et communicateurs s'engagent dans une nouvelle dynamique de sensibilisation des communautés sur les risques de contamination des maladies qui se transmettent de l'homme à l'animal. Nous l'avons appris et c'est à notre tour d'aller faire comprendre aux communautés que ce n'est pas mauvais de vivre avec les animaux, mais maintenant il faut savoir, il faut qu'on s'adapte pour que nous ne puissions plus connaître tout ce que nous avions comme difficulté auprès de nos communautés. C'est leur apprendre des nouvelles méthodes. On ne leur a pas demandé par exemple de ne plus manger les animaux ou de sortir carrément des zones rurales pour venir vers la ville. Mais c'est de leur faire comprendre que certains animaux, quand ils trouvent que les animaux sont décédés, il faut toujours prendre toutes les précautions pour éviter beaucoup de maladies. Signalons que ces 4 jours de travaux intenses ont été marqués, notamment par la mise en place d'une stratégie commune de communication qui devra aider les 2 grands réseaux, les RECEAC et les RERAC, à mieux faire leur travail. C'est sur une note satisfaisante que se sont clôturées les activités de la campagne de lutte contre la drépanocytose. Le programme national de lutte contre la drépanocytose en RDC a, au cours d'une campagne de sensibilisation, procédé au dépistage volontaire des habitants de la commune de Kintambo ce dimanche 26 septembre dans l'enceinte de la paroisse Sebeko Kimvula. Plusieurs habitants de cette contrée de la capitale, âgés de 10 à 30 ans, ont également passé les tests d'électrophorèse au cours de cette activité. La maladie de drépanocytose, appelée en lingala Kibeka, en Kikongo Kibekele, est une maladie qui se trouve dans le sang des parents, autrement héréditaire. Depuis le début de ces programmes, nous avons sillonné un bon nombre de sites. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Il était un cadre propice pour les organisateurs de préparer les Quinois à contrôler cette maladie héréditaire
dans leur foyer afin d'éviter la recrudescence des anémies SS dans la ville de Kinshasa dans un premier temps et sur toute l'étendue du pays à la longue. Sensibiliser, c'est mieux, mais dépister, c'est bon. Et les thèmes qui a accompagné cette équipe durant cette campagne qui s'est clôturée aujourd'hui. Pour faire l'examen d'électrophorèse, parce que ce sont des personnes qui sont censées se marier. Avant de se marier, donc ils doivent d'abord faire cet examen-là. Le choix a été un tout petit peu sélectif, mais nous avons commencé par beaucoup de sites et nous avons bien voulu clôturer notre journée ici à Kitambo. Alors nous demandons à tous ces gens-là qui veulent se marier, s'il vous plaît, j'ai de larmes, pas aux yeux mais au cœur. Au cœur, si vous voulez vous marier, faites-vous d'abord dépister. Signalons que la sensibilisation du programme national de lutte contre la drépanocytose à Kinshasa avait débuté depuis le 19 juin de cette année au district de Tchangu dans la paroisse catholique Sainte-Famille d'Indjiri. Elle s'est poursuivie à Funa, dans la commune de Bandalungwa, au district de Mohamba, à l'église La Borne de Lemba, avant de chuter ce 26 septembre à l'église protestante de Kitambo, Sebeko Kimvula. Il ne fait plus beau vivre à Kabombwa, village situé à 12 km de la commune de Fungurume en territoire de Lubudi dans la province du Lualaba. Pour cause, l'air, l'eau et le sol sont pollués par les rejets d'une usine de fabrication de chaux-carbures que la Tenke Fungurume Mining utilise pour ses activités de production du cuivre et du cobalt. Conséquence, les maladies de la peau sont visibles chez les adultes et les enfants qui consomment l'eau polluée de la rivière Kabombwa. Ce constat est fait par le docteur Dieye Amedar, président du parti écologiste Soleil, qui a fait une descente sur place. Constater que la population est abandonnée à son propre triste sort. Les enfants, les femmes, les hommes sont exposés à des maladies de tout genre. Pour le moment, les maladies qui sont palpables, qui sont visibles, c'est encore les maladies de la peau. Pour ce défenseur de l'environnement, ces actes ne doivent pas rester impunis. Son parti politique et le cabinet d'avocats qui l'ont accompagné sur le terrain ont résolu de tout mettre en œuvre afin que justice soit faite et que la population victime des Kabombwa soit indemnisée par la TFM. Nous, comme un parti écologique, nous allons assigner la société Tenke Fungurume Mining. Nous allons la mener en justice. Avec l'appui des instances de la République, avec l'appui du président de la République, avec l'appui de madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, nous pensons que cette population sera indemnisée, sera dédommagée. On ne peut pas traiter une population comme si on traitait des animaux. La dégradation de l'environnement est tellement insupportable au point que les cultures vivrières ne sont plus rentables. Plusieurs habitants ont commencé à quitter ce village pour se mettre à l'abri en allant se réinstaller ailleurs, avec toutes les difficultés que cela entraîne. D'où ces cris de détresse de la population des Kabombwa. Nous aussi, en tant que membres de cette communauté de Kabombwa, nous tenons à remercier votre visite. Nous avons des pleurs aux yeux. Sans vous, nous sommes tués. Je ne sais pas, nous sommes en chaos. Nous avons des larmes aux yeux. Sans vous, en tout cas, nous sommes perdus. On ne sait pas où aller aboutir. Et nous demandons à nos frères qui sont venus d'être incorruptibles devant TFM et non agiles comme les autres. Nos efforts pour joindre la direction de la TFM sont restés vains. Les regards sont maintenant tournés vers les plus hautes autorités du pays pour une décision en faveur de cette population des Kabombwa en danger, conformément au nouveau code minier en matière de pollution et d'indemnisation des victimes. Les États-Unis d'Amérique promettent de doubler leur soutien financier aux pays en développement pour les aider à s'adapter au réchauffement climatique. C'est le président Joe Biden qui l'a annoncé sur la tribune de 66e session de l'Assemblée nationale de l'ONU. En mobilisant 11,4 milliards de dollars par an d'ici à 2024, le président américain attend faire des États-Unis les leaders du financement public du climat tout en donnant l'impulsion sur l'un des enjeux clés de la prochaine COP de Glasgow.
En faisant ces investissements ambitieux, nous préservons l'environnement, mais nous investissons également dans notre propre avenir, dans notre propre pays. Et c'est une occasion extraordinaire de créer des emplois bien rémunérés pour les travailleurs de tous nos pays et pour stimuler une croissance économique de longue haleine, pour améliorer les conditions de vie de tous nos peuples. Nous devons également venir en aide aux peuples, aux personnes qui ont été les plus durement touchées et qui ont le moins de ressources leur permettant de s'adapter. Au mois d'avril, j'ai annoncé que les États-Unis allaient doubler le financement public international pour venir en aide aux pays en développement et pour qu'ils fassent face à la crise climatique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons travailler avec le Congrès pour doubler à nouveau ce montant. Rappelons que les pays développés se sont engagés en 2009 à Copenhague à porter à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 l'assistance aux pays du Sud pour s'adapter aux impacts du changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif est loin d'être atteint. Nous arrivons bientôt à un point de non-retour. Pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, toutes les nations doivent revoir à la hausse leurs ambitions lorsque nous nous retrouverons à Glasgow pour la COP26. Et à la suite de cela, il faudra encore revoir à la hausse nos ambitions au fil du temps. Au mois d'avril, j'ai annoncé le nouvel objectif ambitieux des États-Unis en vertu de l'accord de Paris de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50 à 52% en deçà des niveaux de 2005 et ce d'ici 2030. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est conscient que le monde en développement porte les fardeaux du changement climatique catastrophique avec les ouragans, les incendies, les inondations et les vrais dégâts économiques à long terme. Et pourtant, c'est le monde développé qui a rejeté depuis 200 ans les charbons dans l'atmosphère et causé l'accélération du changement climatique. Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme. Le monde doit réagir d'urgence. Nous sommes au bord de l'abîme. Et nous allons à reculons. Jamais notre monde n'a été aussi menacé ou plus divisé. Nous faisons face à la plus grande avalanche de crise de notre existence. Comme nous l'avons vu récemment, même la ville où nous sommes, la capitale financière du monde, n'est pas à l'abri. Les climatologues nous disent qu'il n'est pas trop tard pour faire vivre l'objectif de 1,5 degré fixé dans l'accord de Paris sur le climat. Mais ce sursis sera bref. Nous devons réduire nos émissions de 45% d'ici à 2030. Pourtant, un récent rapport de l'ONU a clairement montré que, compte tenu des engagements nationaux en matière de climat, d'ici à 2030, les émissions augmenteront de 16%. Cela nous condamnerait à une situation infernale où la température augmenterait d'au moins 2,7 degrés par rapport au niveau pré-industriel. La question sur l'accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques signé lors de la COP21 a refait surface à 6 semaines de cette grande réunion climatique. Les États membres ont été invités à manifester plus d'engagement dans leurs contributions déterminées au niveau national afin que le monde soit à mesure de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius. Le vent utilisé comme source d'énergie renouvelable, l'Institut national de préparation professionnelle INPP Mwanda dans le Congo central propose l'énergie éolienne comme solution palliative aux besoins croissants en énergie électrique dans le littoral congolais. À travers le projet Fonds d'innovation initié par INPP et financé par l'Agence française du développement, il était question pour chaque entité de l'INPP de proposer des projets innovants pouvant contribuer au développement communautaire. Une machine qui permet de produire de l'énergie propre. C'est cette énergie propre qui est appelée l'énergie renouvelable. Cette machine fonctionne sur base du vent. Raison pour laquelle nous appelons ça l'énergie éolienne. L'éolienne qui veut tout simplement dire à base du vent. Et c'est une première en RDC et c'est une particularité de Mwanda. Nous avons fabriqué une machine sur place ici, du début jusqu'à la fin, qui permet de produire de l'énergie qui est utilisable telle que nous le voyons ici à l'INPP. L'énergie qui est produite sur place
pour que ça soit utilisé afin de faire fonctionner nos différents récepteurs. Mettant à profit les courants marins des mangroves dus à la présence de l'océan Atlantique dans cette partie de la RDC, le fonctionnement de ces dispositifs commence par la production du courant électrique dans cette première partie, structurée de manière à capturer au maximum le vent pour entraîner et actionner l'alternateur qui transforme l'énergie mécanique produite par la force du vent en énergie électrique, comme dans une centrale hydroélectrique. Nous avons une hélice en bois, donc c'est-à-dire le bois ça a été fabriqué ici. Il y a une hélice composée de 3 pales, 3 parties. Derrière, juste derrière l'hélice, nous avons une machine, une génératrice. C'est celle-là qui produit même de l'énergie électrique. Mais aussi nous avons cette tige en métal avec les petits bois, on a décoré l'INPP, ça s'appelle le safran. Le safran permet d'orienter toujours l'hélice face au vent. Rappelez-vous que j'ai dit que l'hélice tourne avec le vent. Vous verrez que ça se met en mouvement. Donc dès que partout souffle le vent, lui permet d'orienter l'hélice face au vent. Puis vient l'étape de la transformation. Les courants triphasés sauvages produits dans la première partie passent ici par un régulateur pour sa stabilité et transformation en courant continu pour un usage sécurisé dans le récepteur. Nous venons avec cette énergie jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est un courant qui est triphasé. Alors, nous prenons cette énergie, nous amenons ici dans un pont de diode. Ce pont permet à ce que nous puissions faire passer notre énergie qui est un courant alternatif vers le courant continu. L'énergie éolienne est renouvelable. Elle ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre et ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. Le vent est donc une richesse naturelle et durable que la République démocratique du Congo peut maximiser et exploiter pour combler ses besoins en énergie électrique, indispensable pour son développement et le bien-être de sa population.